Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. J'ai l'impression de dire la même chose tous les jours, et pourtant c'est tous les jours que nous sommes très contents avec Philippe David. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, Cécile, ainsi que Les Vraies Voix. Bonjour, Cécile de Ménibus. Enchanté, Philippe David. J'espère que nous allons passer une très bonne émission avec Philippe David. Cécile, je ne voudrais pas vous couper, mais je pense que je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Je fais une menace de grève. Ah bon ? C'est-à-dire ? Parce que Philippe David, hier soir, a tenu des propos intolérables à l'antenne. D'accord. Je préfère vous faire écouter et vous jugerez par vous-même. D'accord, ok, très bien. Et j'ai prévu pour Guy Carlier et l'ensemble des Vraies Voix du foot le pire calembour que je n'ai jamais fait à cette antenne. Je me dis qu'il ne faudrait pas qu'on perde, sinon on va passer pour des bananes à Split. Oui, parce que l'équipe de France va jouer en Croatie demain soir. Je ne réponds plus de rien. Des bananes à Split. Écoutez, moi je trouve qu'elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Mon cher Maxime, il a fait pire. Non mais les amis, c'est des années 80 en fait. C'est la goutte d'eau, si vous voulez, d'une journée très longue avec c'est-à-dire Philippe David. Vous vous souvenez qu'on a passé l'an 2000 quand même. Non mais j'ai été très heureux qu'on joue pas le match à Zagreb. J'aurais pas pu la faire sinon. Attendez, ne détournez pas cette conversation, Philippe David. Moi si j'étais vous, je me mettrais au coin là-bas. Ah bah Guy Carlier a dit que c'était du niveau Raymond Domenech. Eh ben c'est du. C'est dire. Déjà, je pensais même pas qu'il y avait un niveau, moi là, comme ça. Déjà. Il y a une révolte de Maxime. Bon, fais pas la grève, Maxime, reste avec nous. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va réfléchir. Vous savez quoi, Maxime ? On va réfléchir. Je reste jusqu'à 19h, je vous laisse le temps de réfléchir. On l'interdit le calembour, ma chère Cécile. Mais ça fait des années qu'on l'interdit. Oui, vous savez bien qu'il passe mais au travers. Résiste, hein. Voilà, il balance des trucs comme ça, c'est terrible. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300, si vous voulez aussi vous plaindre des blagues de Philippe David, bien entendu, vous êtes les bienvenus et ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Bruno Retailleau était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous agresse, a lancé le ministre de l'Intérieur. Il menace de mettre fin aux avantages des Algériens sur les soins en France si Alger refuse d'accueillir ses ressortissants expulsables. Il exprime aussi sa position personnelle contre le voile dans les compétitions sportives. Alors parlons vrai. Retailleau vous a-t-il convaincu ce matin sur Sud Radio? Et à la question lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, voile l'Algérie, Retailleau est-il homme de la situation? Vous dites non à 61%. Vous voulez réagir? Aude, qui est la femme de la situation au standard, vous attend au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des Voix à 18h40. Des attentats meurtriers auraient pu être évités en France si les enquêteurs avaient eu en tout cas accès aux messages cryptés. Une réaction du ministre de l'Intérieur encore ce matin sur Sud Radio. Bruno Retailleau monte au créneau et exige un droit de déchiffrage pour la police, un outil clé dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Alors parlons vrai. Est-ce que face au terrorisme ou au narcotrafic, ce verrou doit sauter? Et à la question, la police doit-elle avoir un accès aux messageries cryptées? Vous dites oui illimité, oui encadré ou non. Et pour le moment, sur le vote, excusez-moi parce que le vote, je l'avais noté, mais c'était pas le bon, parce qu'il y a que deux réponses. Avoir un accès aux messageries cryptées, vous dites non à 55%. Voilà. Et Frédéric Lopez, délégué du Saint-Guinica Police Alliance, sera avec nous en charge de l'investigation. On vous souhaite la bienvenue. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger, notre pilier à tous, notre esprit. Notre pilier, oui. Notre statut mais sur le plan de la grosseur, je croyais que c'était Philippe le spécialiste de tout ça. Ah bah Philippe, c'est pas un pilier, c'est un colosse. Mais je veux dire, c'est une barrique. Une belle barrique. Tant qu'il dit pas, c'est une outre. Une barrique, j'ai toujours adoré ce mot. Une jolie barrique. Ouais, c'est très joli barrique. C'est aussi beau que dodu. C'est vrai. En pulpeux aussi, on peut y aller sur le pulpeux. Ouais, le dodu, pulpeux, c'est mignon. Ouais, comment ça va, mes chers amis? Je suis très contente. Moi, ça me gêne pas, j'adore les calembours. Mais j'ai pas dit qui vous étiez, Françoise. Mais je pense qu'on m'a reconnu. Malheureusement. Ça y est. Ah oui, on est mardi, on est mercredi. Vous avez le droit de faire vos jeux de mots. J'adore vos jeux de mots débiles, moi. Voilà, c'est ça. Banana Split, très bien. Très bien, mais franchement, sur la celui-là, gamme, il est pas mauvais. 14 sur 20 minimum. Vous êtes vraiment indigne, quoi. Bon, en plus, si vous le lancez, on va pas s'en sortir. Je l'encourage vers le haut, en fait. Banana Split, c'est un peu plus haut. Ah bah là, on peut pas descendre plus bas, donc oui, c'est sûr qu'à moins de creuser dans la terre avec la vanne, je vois pas ce qu'on peut faire. Le meilleur du meilleur de la connerie. Voilà, c'est ça. Bah, vous êtes bien de parler.
Sébastien Ménard, en parlant de conneries. En parlant de conneries, c'est moi. Voilà, on est mercredi. Entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Et ce garçon est patron de Presse Libre. C'est quand même dingue. En tout cas, allez, le 0826 300 300, nos auditeurs qu'on adore et qu'on remercie. Yann est avec nous. Bonsoir Yann. Des Landes. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors déjà, en tant que pilier, moi je voyais plutôt Philippe et puis, les deux Philippe, plutôt comme pilier de rugby. Hein. Ouais. Oui. Bon. Ouais, on n'aurait pas gagné grand-chose. Excusez-moi, il y en a un qui aurait poussé un peu plus fort que l'autre. Oui. Je ne sens m'envoyer de fleurs. Ça y est. Non, mais enfin, Philippe Bilger, c'est plutôt. Je me serais bien vu demi d'ouverture. Oui, bien sûr, je trouve. C'est ton gabarit, en tout cas. Absolument. C'est ton talent. On écoute Yann. Tout le monde se serait vu demi d'ouverture, mais heureusement, il y a des gens qui cadrent. Allez, Vous en Yann. avez connu un très bon. Un très bon, exactement. Je l'embrasse d'ailleurs. Yann, allez-y, parce qu'il vous reste 30 secondes du coup avec ces conneries. Allez, j'ai un coup de gueule à passer, moi. J'ai un petit coup de gueule à passer sur l'instabilité politique, en fait. Cette instabilité politique, aujourd'hui, elle pose un gros problème au niveau des affaires. Moi, je suis moi-même agent immobilier, mais enfin, il n'y a pas que dans l'immobilier. J'ai regardé les chiffres en Nouvelle-Aquitaine. L'année dernière, 5920 entreprises ont fermé. Et ça, c'est des jugements. Hein. 23 000 créations. Mais sur les 23 000 créations, 2 tiers sont des micro-entrepreneurs. Donc des gens en fait qui ont été licenciés sûrement de boîtes. On a là-dedans les gens qui font du Uber, on a des gens qui font un peu de tout. Enfin voilà, et c'est de l'emploi déguisé aussi parce que ces emplois de plateforme, ces gens du coup bossent pour des plateformes mais du coup ne sont pas salariés. Il y a un vrai problème parce que quand ces gens se retrouvent à la porte, ces 5920 chefs d'entreprise, ils n'ont pas le droit pour la plupart au chômage, surtout quand ils sont en micro-entreprise. Ils ne cotisent pas pour le chômage, ils cotisent pas pour la retraite. Ils ont des cotisations URSSAF, certes, mais à minima. Et effectivement, moi, j'aimerais que le gouvernement se penche là-dessus pour pouvoir enfin mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Voilà. Oui, vous avez raison. Malheureusement, on a très peu de temps. Il a raison. Des statistiques qui sont préoccupantes. Et notamment sur pourquoi pas une assurance chômage pour les entrepreneurs. Ouais. Ça peut être une vraie question qui a été remise sur le. Ça va devenir un grand problème, les auto-entrepreneurs. Un immense problème. C'est-à-dire que même de plus en plus de boîtes font du salariat déguisé avec ça. Attention. Et donc, pas de chômage. Et donc, un flot de gens qui arrivent et qui se précarisent si ça s'arrête. Les assurances existent, elles sont privées, elles sont très chères. Très cher. Et il y a des délais de carence qui sont parfois insupportables. Ce que dit Sébastien Ménard est tout à fait vrai. Et c'est bien la première fois. J'adore, on n'a pas le temps, mais elle a un temps pour une vacherie, bien Yann, sûr. merci beaucoup. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler du président de la Cour suprême et un peu de Trump. Très bien. Et on en parle dans un instant. Très Soyez bien. les bienvenus. Vous voyez cette joyeuseté aujourd'hui. En tout cas, ce sera au moins jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours, c'est comme les fingers, c'est jamais trop, c'est toujours trop court. Hein ? Oh bah c'est toujours trop bon. Ouais. Quand c'est fini, ça Ce que j'aime bien avec Philippe David, c'est que je peux dire n'importe quoi, il se marre. C'est mon meilleur public. C'est bien. Vous voulez pas venir dès le matin chez moi où je me lève, je dis un truc et vous m'applaudissez, vous rigolez. C'est inconditionnel. Ouais, c'est fou. Excusez-moi, quand je vois l'accueil que vous allez- avez fait à mon calembour excellentissime sur on va passer pour des bananes à split, je pense que quelque part je manque peut-être encore un peu d'inspiration. Ah ouais, écoutez, Je vais essayer d'en trouver des très bons d'ici la fin de l'heure. Je vais essayer de vous aider. Ça va pas être facile, hein, parce que. Ah si, envoyez-moi les Parce que fluides. vous avez du niveau quand même. Hein. Allez, les 3 mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tous. Heureusement qu'il y a quelqu'un de sage ici. vrai. De quoi parle-t-on dans un instant ? De ces conversations tous azimuts, Trump-Poutine hier, Trump-Zelensky aujourd'hui apparemment, de ce bilan à Gaza qui monte à 970 morts selon le ministère de la Santé du Hamas avec un collaborateur d'une agence onusienne parmi les victimes à Gaza. Et puis de ce conclave retraite qui va reprendre demain mais qui semble bien mal emmanché. Même la CFDT voit orange, voit rouge en 3 mots, conversation, bombardement et conclave. On en parle dans un instant. En attendant, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez me quérir à décharge sur le président de la Cour suprême. Oui, parce américaine, que, évidemment. Oui, absolument, parce que il fait rarement des interventions publiques et pour la première fois, enfin une des premières fois, il a solennellement mis en cause le président Trump qui s'était permis de critiquer vertement, et c'est un euphémisme, un juge fédéral dont il avait ignoré une injonction judiciaire et dont il avait
avait réclamé la destitution. Et le fait que le président de la Cour suprême ait pris la peine et eu l'audace de sortir de sa réserve habituelle pour dénoncer le comportement du président américain est un signe qui marque la validité de ce qu'on disait parfois ici, que les oppositions peut-être les plus fortes à l'égard de Trump seront celles des États-Unis dans l'administration interne et bien sûr au-delà sur le plan international. Françoise de Oui, Gaulle. c'est l'état de droit qui triomphe, c'est-à-dire que Donald Trump est en train de toucher du doigt qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais bien qu'il a fait toute sa campagne sur l'état profond, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il dit, ou alors ça devient une dictature, ce que souhaite apparemment Steve Bannon. Steve Bannon a déclaré avant-hier, Donald Trump se représentera en 2028 et autant de fois qu'il faut. Donc on voit bien que la Cour suprême qu'il pensait tenir, c'est-à-dire qu'il pensait la tenir parce que les 3 derniers juges sont très conservateurs, c'est lui qui les a nommés. Eh bien en réalité, ça fait honneur à votre profession, en réalité, la magistrature suprême des États-Unis dit que au-dessus de l'idéologie, eh bien, il y a la loi. Et la loi suprême, parce que elle est chargée de la faire régner. Et moi, je trouve ça extrêmement rassérénant. Ça fait enfin du bien d'entendre quelques voix, qu'on soit même pro-Trump ou contre Trump. Enfin, moi, je suis ni pro ni anti. Enfin, quand même, depuis je dirais, son élection et a fortiori depuis sa prise de poste. Enfin, on a le sentiment que la parole de Donald Trump, c'est devenu aux États-Unis parole d'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne ne le contredit, plus personne ne s'oppose à lui, etc. Enfin, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de débat politique aux États-Unis. Donc le fait qu'il y ait des voix, alors mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils enquillent tellement ils écoutent Sud Radio, ils essaient de décrypter les calembours de Philippe David. Forcément, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Bernie Sanders a commencé une tournée dans toutes les États-Unis, oui, donc l'opposition, elle existe. Elle est en tout cas. Non, elle n'arrive pas chez nous. Elle est inaudible. Mais elle est audible aux États-Unis. C'est juste qu'elle n'arrive pas chez nous. Mais Bernie Sanders, il fait des salles à 100 000 personnes. Oui. Il a 84 ans. Il est en direct sur toutes les chaînes de télé. Mais il ne surprend pas, Françoise. Lui, depuis toujours, il sort son discours. Mais alors, en tout cas, il n'a aucun impact. En tout cas, plaisantes ou quoi? Ce qui est certain, c'est que le sens de la mesure que peuvent imposer quelques voix un peu dissonantes, s'opposant, je dirais, à la Trumpisation des esprits. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, d'où qu'elle vienne. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont conversation, bombardement et conclave. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de ne pas vouloir régler le conflit au lendemain de la conversation téléphonique Trump-Poutine. Le président Zelensky doit s'entretenir avec son homologue américain. Emmanuel Macron déplore un retour en arrière dramatique après la rupture de la trêve à Gaza. Les frappes israéliennes ont fait 970 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Et puis la fumée qui sort du conclave retraite s'annonce plutôt âcre après la chaise vide de FO et du syndicat patronal U2P. La CGT semble à 2 doigts de claquer la porte. La CFDT, elle, sera présente, mais bien remontée. Les vraies voix Sud Radio. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Aujourd'hui, j'aurai un contact avec le président Trump. Nous discuterons avec lui des détails des prochaines étapes, a annoncé tout à l'heure le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie a lancé de nouvelles frappes nocturnes sur l'Ukraine, qui a elle-même ciblé un dépôt pétrolier russe. Hier, les présidents américains et russes Donald Trump et Vladimir Poutine ont donc échangé par téléphone. Et sur la question d'une trêve, les oui, mais à condition de Vladimir Poutine ressemblent toujours bien souvent à un non, pas maintenant en tout cas. C'est du moins l'avis de la France par la voix de la porte-parole du gouvernement tout à l'heure. Sophie Prima. Vladimir Poutine a mis des conditions qui ne semblent pas réalistes, en tout cas pour les Européens et pour les Ukrainiens, notamment l'arrêt de tout soutien des Occidentaux à l'Ukraine, un coup de fil entre Monsieur Trump, pour le président Trump et le président Poutine, ne peut pas se conclure par un accord tant que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas dans la discussion. En tout cas, l'émissaire américain dit s'attendre à un cessez-le-feu total en Ukraine d'ici 2 semaines. Selon lui, des pourparlers avec la Russie vont se tenir en Arabie Saoudite en début de semaine prochaine. La Russie qui dit par ailleurs avoir procédé avec l'Ukraine à un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp, mais aussi 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés rapatriés comme convenu hier entre donc les présidents russes et américains. Où est l'Europe ?
Oui, et d'ailleurs au moment même... Où sont les pays européens ? Au moment même où Vladimir Poutine exigeait l'arrêt de l'aide occidentale, le président Macron annonçait qu'on enverrait des armes à l'Ukraine. Non, l'Europe, elle est tout à fait là. D'ailleurs, elle est omniprésente dans les discours de Poutine, et essentiellement Emmanuel Macron. D'ailleurs, non, moi je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'ils se parlent pas au téléphone. Je pense que la prochaine visite, en plus de Zelensky à Washington, c'est avec Macron et Starmer, le Premier ministre britannique. Donc l'Europe est là, oui. La France et l'Europe sont à leur place. Enfin, on peut pas imposer à Vladimir Poutine le choix de ses interlocuteurs. Il ne veut pas parler à des interlocuteurs européens qui soutiennent l'Ukraine. En même temps, il est prêt à discuter avec Trump et avec l'Amérique, qui a quand même soutenu de manière jusqu'à il y a quasi encore quelques heures l'Ukraine. Donc chacun est à sa place, chacun essaye quelque part d'apporter sa pierre à l'édifice, à édifier la paix. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, c'est sûr que pour les égos des uns et des autres, ça doit être effectivement un peu compliqué. L'essentiel, c'est la paix. Allez, le deuxième mot, bombardement, c'est le ministère de la Santé du Hamas qui parle de 970 morts après de nouvelles frappes israéliennes. Un bâtiment de l'ONU a été touché dans le centre de Gaza, tuant au moins un collaborateur d'une agence onusienne. Ce n'était pas un accident, selon moi, affirme un responsable de cette agence des Nations Unies, UNOPS. Selon lui, les bureaux se trouvaient dans une zone isolée et bien connue, dit-il. De son côté, Emmanuel Macron déplore aujourd'hui cette rupture de la trêve. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements. Dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout. Il n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza, pas davantage que la colonisation, l'annexion ou le déplacement forcé n'offre d'issue au traumatisme du 7 octobre. Emmanuel Macron tout à l'heure en recevant le roi Abdallah II de Jordanie au palais de l'Élysée. Troisième mot, conclave. Les négociations sur les retraites semblent bien avoir du plomb dans l'aile. Conclave déserté par FO, puis par l'organisation patronale U2P. La CGT semble à deux doigts de les imiter sur la politique de la chaise vide après ses propos de François Bayrou sur un retour impossible à 62 ans. Quant à la CFDT, elle sera là demain, dit que sa secrétaire générale Marie-Lise Léon, mais pas pour faire de la figuration. Pour dire, on arrête le conclave retraite tel qu'il existe là, tel qu'il a démarré. Moi, je m'affranchis de la lettre de cadrage qui a été posée et on pose en responsabilité avec ceux qui ont envie vraiment de travailler les sujets qui nous vont bien, les modalités de travail et le calendrier qui nous convient. Le conclave tel qu'il a démarré, il ne peut pas continuer. Le Premier ministre, il a rompu le contrat. Dont acte. Jeudi, on va donc se retrouver parmi ceux qui ont envie de travailler et on va définir des nouvelles règles et des nouveaux sujets. On ne peut pas faire l'impasse sur un agenda social. Marie-Lise Léon de la CFDT au micro de nos confrères de BFM TV. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la CFDT, enfin si j'ose dire, et surtout cette présidente qui est très raisonnable, très équilibrée, et à chaque fois on l'écoute avec attention. C'est un bel héritage en tout cas. Oui, Marie-Lise Léon, c'est vraiment la grande surprise et la belle surprise. Elle remplace très largement et aussi bien Laurent Berger, parce que elle est très calme et très équilibrée, mais elle est très tranchée. C'est une véritable lame politique. Marie-Lise Léon, elle le dit avec des mots, avec douceur. C'est toujours très structuré, et je pense vraiment qu'elle a raison. Et si François Bayrou pense qu'il s'est mis à l'abri d'une censure, eh bien, il va redescendre, je pense, de l'armoire assez vite. Sébastien Ménard. Je pense qu'il est déjà redescendu, ma chère Françoise de Gois. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris que, je dirais, sa bêtise, vous croyez ? Non, mais c'est un peu d'ailleurs. Je n'écoute jamais Jean-Luc Mélenchon, mais là, pour le coup, je l'ai écouté. Évidemment, les uns et les autres découvrent que François Bayrou est un politique, que François Bayrou est un manœuvrier. En l'occurrence, oui, il y a une manœuvre. Il y a une manœuvre qui est constructive, qui se veut constructive, mais avec un certain nombre de balises, des balises que veulent faire sauter, je dirais, les confédérations syndicales. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que vous avez l'U2P, qui est quand même pas classé à gauche, qui dit je ne veux plus participer. Vous avez FO qui n'est pas classé, je dirais. Ça, c'est pas ils sont partis tout de suite. Voilà. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que là, le truc est en train franchement de se déplumer. Donc il faut effectivement, comme le dit Françoise, il faut que ça se rééquilibre très vite, tout le monde puisse quelque part se réunir et que quelque part l'opération Bayrou ne fasse pas pchit. Parce qu'effectivement, il doit son maintien, je dirais, à la réussite
notamment du débat sur les retraites. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, le grand débat du jour avec ces tensions avec Alger et Bruno Retailleau qui accuse l'Algérie de menaces de restreindre en tout cas leur accès aux soins en France. Alors parlons vrai, Retailleau vous a-t-il convaincu ce matin sur Sud Radio? Et à cette question, lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, voile, Algérie, Retailleau est-il l'homme de la situation? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels, ainsi que les vraies voix, au 0826 300 300. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble avec toute l'équipe jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Nous avons fièrement fêté tout à l'heure avec toute l'équipe les 1 million passés avec des chocobéennes. Et ça, je remercie la direction générale. Des cakes. Mais oui, c'était très bon. C'était bon. Et ben moi, je vous dis, moi qui avais pris mes 2 petites clémentines en disant, bon allez, c'est fini, pas de sucre aujourd'hui. Bam, chocobéenne direct. Chocobéenne, c'est pas des cookies, savanes, des machins, des trucs, des savanes, tout ça. Bref, c'était la fête. Bref, j'en ai mangé 12. Je vous remercie, la direction générale. Mon corps d'été, je vais le passer à quelqu'un d'autre, je vous le dis direct. Vous l'avez encore. Vous l'avez déjà. Non, vous dites ça parce que je m'habille en noir, donc j'ai l'impression de loin. Non, mais j'ai tous les trucs, moi, pour que ça fonctionne. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, et bien entendu Philippe David. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Pendant des semaines, je me suis retrouvé seul, si j'ose dire, face aux menées algériennes. J'étais seul et ce comité interministériel a acté une ligne qui est celle de l'ensemble du gouvernement, c'est la riposte graduée. Rappel de l'ambassadeur de France en Algérie, non. Vous dites non. Je ne dis pas non. Gel des visas, gel des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement, dénonciation des accords de 68. Mais c'est sur la table. La riposte graduée, tout simplement parce que nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous agresse. Donc Bruno Retailleau était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie, je rappelle, c'est l'Algérie qui nous agresse, c'est ce qu'il a dit ce matin. Il menace de mettre fin aussi aux avantages des Algériens sur les soins en France si Alger refuse d'accueillir les ressortissants expulsables. Il exprime aussi une position personnelle contre le voile dans les compétitions sportives. Parlons vrai, est-ce que la fermeté de Retailleau est réelle ou ne sont-ce que des paroles? Et à cette question, lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, voile l'Algérie, Retailleau est-il l'homme de la situation? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. C'est étonnant, Philippe Bilger, 63% négatif, alors qu'il était plutôt plébiscité pour ses actions. Oui, mais en même temps, il me semble que les auditeurs sont assez lucides puisqu'ils comprennent que ce qu'on appelle riposte graduée à l'encontre de l'Algérie impose évidemment, comme l'a très bien dit Françoise, souvent que le président de la République non seulement s'en mêle, mais s'en occupe, même si j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un spécialiste nous indiquait que la suspension des accords de 68 pouvait relever d'un pouvoir partagé entre le Premier ministre et le Président. Mais en réalité, l'alternative, elle est simple. Moi, j'ai trouvé Bruno Retailleau très bon ce matin, mais parce que je suis accordé à la ligne de fermeté conservatrice qu'il veut développer, notamment à l'égard de l'Algérie. Mais hier, on a entendu un député LFI très intéressant aussi, qui lui est sur une ligne disant la seule solution, elle est diplomatique. L'alternative, elle est là. C'est pas que LFI, je pense qu'il y a beaucoup de gens, le Parti Socialiste, même au centre, parce qu'il était là hier et qu'il nous en a parlé, c'est pour ça. Bien sûr, il y a évidemment que c'est la diplomatie. Après, Bruno Retailleau, vous savez, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est le seul poste de la République où vous pouvez faire turbuler le système tous les matins. Tous les matins, vous pouvez être invité d'une matinale et annoncer des trucs et exister. Mais c'est une existence qui est assez artificielle en réalité, parce que tous les ministres de l'Intérieur se sont heurtés à ça. Il
Il y a le déclaratif, la volonté, Manuel Valls le premier, et il y a les résultats. Si vous voulez, l'obsession algérienne, puisque c'est sa ligne, Bruno Retailleau, l'obsession algérienne, même d'une partie du reste de la droite, si vous voulez, d'une certaine manière, comme pour contrebalancer l'obsession ukrainienne, j'ai envie de dire. Vous voyez, eh bien, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, voient que, ok, il y a les mots, il faut être ferme, etc. Mais jusqu'où, sur quel barreau de l'échelle vous montez sur l'échelle des perroquets? Vous comprenez? Il y a un dernier barreau. Bruno Retailleau, dimanche, a dit, retenez-moi, je fais un malheur, je peux démissionner. Il a toujours pas démissionné. Donc, c'est des phrases qu'on laisse filtrer, si vous voulez, il faut être capable d'aller au bout. C'est la limite entre le déclaratif et les résultats. Il n'a pour le moment, Bruno Retailleau, je vous l'affirme, aucun résultat. Et il n'est pas le seul. Et Gérald Darmanin n'a eu très peu de résultats avant lui. Et Manuel Valls a eu très peu de résultats avant lui. Donc ça donne des existences de ministres de l'Intérieur très puissantes sur le plan médiatique, mais dans la réalité des faits, ça s'effondre toujours. Et l'obsession de l'Algérie sur lui, pardon Sébastien. Oui, pour moi il n'y a pas d'obsession algérienne. Je m'inscris totalement faux dans ce que dit Françoise de Gois. Il n'y a pas d'obsession algérienne. Il y a une obsession et qui est une réalité, qui est une préoccupation, que sont les OQTF. C'est ça le sujet. Et d'où viennent, où sont censés repartir ces OQTF? Majoritairement en Algérie. Quel est le pays qui refuse le plus le retour de ses propres ressortissants avec des papiers sur leur territoire d'origine? C'est l'Algérie. Donc il n'y a pas d'obsession algérienne. Il y a le Sahara occidental et Boualem Samsal, bien sûr que si, il y a une situation particulière. Mais on est d'accord, il y a des deux sujets qui il y a des éléments. C'est ensemble. Non mais Françoise de Gois a raison, là pour le coup elle a raison. Ce sont des sujets qui se croisent. Mais il n'y a pas d'obsession politique avec l'Algérie. Il y a simplement un problème. Et puis aujourd'hui, évidemment, quand on a des doux rêveurs qui disent que c'est la diplomatie, etc., il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de relation. Tu mets une bombe? Mais c'est pas ce que je dis. C'est que aujourd'hui, et je ne suis pas militant pro-Retailleau, je dis simplement qu'à un moment donné, c'est l'épreuve de force. C'est qu'on a probablement beaucoup plus de leviers, beaucoup plus d'atouts pour imposer à l'Algérie le respect des traités, le respect de récupérer ces OQTF qui sont ses ressortissants. Évidemment, mais on n'ose pas, et on avance et on recule, un pas en avant, enfin un effet d'annonce. Je suis d'accord avec Françoise de Gois, 3 pas en arrière. Enfin, pour des raisons de repentance, c'est ça. Et à un moment donné, on a vu quand même dans la presse que l'Algérie demandait, pas plus tard qu'il y a quelques heures, l'extradition d'un de l'ancien ministre des Mines qui est recherché ou condamné, 3 peines de 20 ans. Le mec a 72 ans, il est d'ores et déjà à 4 procès, il y en a 3 qui ont été purgés, il a 3 peines de 20 ans à purger. Quand l'Algérie a envie de faire revenir ses ressortissants, là elle le fait savoir par la voie diplomatique, par voie de presse, etc. Donc il n'y a pas d'obsession algérienne. Il y a un problème avec l'Algérie. Il y a quelque chose tout de même ça a déjà été dit, moi qui me frappait, c'est être Goliath avec l'Ukraine, le président Macron l'est, et David, si j'ose dire, ça n'est pas vous, Philippe, avec l'Algérie. Vous avez raison. Et paradoxalement, l'Algérie est trop proche de nous pour imposer une politique de fermeté comme je la... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez tout dit. C'est-à-dire que l'Algérie est l'Algérie. Les gens qui nous expliquent, regardez ce que Trump fait avec le Venezuela, la Colombie, écoute, laissez-le faire. Nous avons cet abcès que nous n'avons jamais purgé avec la question algérienne. Non, mais laissez-moi terminer. C'est un vrai sujet et qui traverse d'ailleurs politiquement tous les groupes politiques. À chaque fois, ça se rouvre. Je vous renvoie au 6 octobre 2001. Vous vous souvenez? Stade France-Algérie, la pelouse envahie, Lionel Jospin blême, Marie-Georges Buffet qui demande du calme, qui se fait insulter. C'était Jacques Chirac qui intervient. Nous avons cette passion contrariée avec l'Algérie. Et le deuxième point, les leviers. Vous faites du Macron, là. Je vais terminer. Non, mais je fais pas du Macron, je fais du Françoise de Gois. Laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que ça fait quelques années quand même qu'on bosse sur ces dossiers. Nous avons aussi la question russe. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Ok. Nous avons une perte d'influence depuis Hollande avec Macron, etc. sur la question pas simplement de l'Afrique de l'Ouest, également l'Afrique centrale.
l'Algérie est aux mains de la Russie en termes d'influence, et bien avant même de l'URSS. Hein, vous vous souvenez avec Boudédienne, hein, d'accord. Le sentiment anti-français, c'est pas les Russes. Hein. Mais non, mais je sais, nous avons ces problèmes-là. Nous savons que si nous manœuvrons pas bien avec l'Algérie, ou pas finement, nous aurons évidemment un problème russe aux portes d'Alger. Le jour où vous avez une base navale qui s'installe à Alger, d'accord, face aux côtes françaises, vous faites quoi? C'est pas la peine de secouer la tête, c'est exactement ce qui nous menace. Sébastien Ménard. Je suis désolé, Françoise de Gois. Bon, je veux bien écouter, vous écouter jusqu'au bout. Travaillez les dossiers, vous savez très bien que c'est ça. Vous savez très bien que depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis plus de 60 ans, la classe politique algérienne, dans son entièreté, quelque part, vit mais on le sait, mais c'est pas le problème. Sur ce totem qui est finalement ce sentiment anti-français. Voilà. C'est-à-dire que le français bashing, les entreprises françaises, on les sort, les investissements. Enfin, voilà. La France a besoin de l'Algérie a besoin de la France, sauf qu'aujourd'hui, vous avez une classe politique algérienne, et c'est pas le seul qui réussissait à peu près, je dis bien à peu près, à faire respecter la France et à se faire respecter, c'était le président Chirac avec Bouteflika. Ils avaient une relation particulière, ils avaient une relation amicale particulière, mais c'était quand même extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Parce que c'est une dictature, hein. Je rappelle. Évidemment, c'est une dictature militaire. Depuis l'indépendance. Quel est bien sûr, c'est toujours la même classe qui a mis le pays en coupe réglée. Je ne dis pas ça, Sébastien. Et surtout qu'on est 19 mars aujourd'hui. Je n'enlève rien à l'Algérie, à la capacité de la rente mémorielle. Je dis juste que nous avons une affaire géopolitique également qui nous pend au nez et qui explique aussi cela. Mais ça ne nous empêche pas d'être ferme. Et lorsque Dominique de Villepin, qui a dit récemment, parce que tout de même c'est parti de la reconnaissance du Sahara occidental, mais la France avait raison tout à l'heure de qui a été faite de manière maladroite, c'est le moins qu'on peut dire. Il refusait quand même tous les OQTF. On a mis en lumière, justement, pour revenir au sujet de ce débat, Retailleau, il a au moins le mérite d'avoir mis en lumière un certain nombre de choses qu'on n'osait pas dire. Il y a le Sahara oriental, évidemment. Vous avez raison, mais l'Algérie a été confrontée à une embardée brutale sans que jamais Emmanuel Macron ne l'ait préparé à ce changement. Et ça pose un problème. Mais Dominique de Villepin, d'ailleurs, avait dit dans une interview, je ne sais pas si c'est concevable, qu'il faudrait accepter non pas une révision de la position sur le Sahara, moi, je vous assure, mais quelque chose qui peut-être amenderait, infléchirait la position. Là, vous allez vous engueuler avec les autres. C'est là on se fâche avec le Maroc. Moi, je pense que c'est encore possible. Je suis sérieuse, je pense qu'il y a on peut amender. On peut amender parce que tant qu'on n'amendera pas, ça va être comme ça. 826 300 300, Yann est avec nous. Pardon Yann, parce que c'était enflammé. Oui, non, mais c'est normal en même temps. Moi, je suis désolé de contredire un petit peu Françoise de Gois. Très clairement, on n'est pas assez ferme en fait sur ce problème. Voilà, on a des moyens de pression qui sont des moyens financiers, on a des moyens de pression sur les visas, on a des moyens de pression. Je pense que à un moment donné, il faut que on montre aussi un petit peu les muscles et qu'on ne soit pas la dernière roue du carrosse. Enfin, alors qu'effectivement que François de Gois ait peur que les Russes nous mettent une base navale de l'autre côté de la Méditerranée pour venir nous mettre un missile sur la tronche. Très clairement, on est aussi une puissance nucléaire et c'est à ce titre-là qu'on est encore un petit peu respecté par Poutine. Parce qu'on est une puissance nucléaire et qu'on a approximativement 300 têtes nucléaires. Voilà. Et que si ils en ont un peu plus que nous quand même. Un jour appuyer sur le bouton, ça sera la destruction du monde. Voilà. C'est ça. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Avant ça, il y a quand même des trucs à faire. On peut négocier un peu avant. Non, j'ai pas peur ni des Russes, etc. Je vous explique juste le contexte. On dit qu'on a des moyens de pression, bien sûr. On peut dire qu'on a des moyens de pression, des leviers, des visas, et ça fait des années que le ministère de l'Intérieur les regarde et les moyens de pression. Mais ils en ont autant que nous. C'est ce que je veux vous expliquer. Il faut, à un moment donné, ça sert à. Moyen de pression. Je vais terminer. Le gaz, ils ont les entreprises. Je vais terminer. Écoutez, les intérêts, nous avons des intérêts français en Algérie, des intérêts de grands industriels. Demandez donc à Xavier Niel s'il n'a pas d'intérêt en Algérie. Demandez donc aux grands milliardaires français s'ils n'ont pas d'intérêt en Algérie. Mais c'est pas le problème, de moins en moins. Ne croyez-vous pas qu'ils ont des intérêts en France? Mais tout le monde a les banques chez tout le monde. Enfin, comment vous expliquer que tout le monde a l'argent planqué chez tout le monde? Je vous dis juste
juste que nous ne sommes pas des paillassons. Cette idée de dire qu'il faut mettre ses coronets sur la table et qu'on va régler la question comme ça, on montera jamais aussi haut que les Algériens sur l'échelle des perroquets. Vous verrez ce que je vous dis. Ça marche pas comme ça. Moi, je vais vous donner un indicateur. J'ai jamais eu autant de demandes d'étudiants étrangers, notamment d'origine algérienne, pour venir à la fois étudier et obtenir des stages dans mon groupe. Voilà. Bizarrement, la réciproque est pas vraiment vraie. Hein. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est pas si friendly, si attractif que ça. Par contre, effectivement, vous avez, mais ça ne l'est pas. En tout cas, pour des étudiants français, c'est pas très friendly. Ils font tout pour que ça ne le soit pas, d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, je pense que il faut juste que la France utilise, comme le dit très justement notre auditeur, un certain Yann. Bravo Yann. En tout cas, tous les leviers mis à notre disposition pour durcir le ton, évidemment sans prendre en otage, et c'était ça mon point, la société civile. Vous avez des tas de jeunes algériens qui rêvent et qui sont surdiplômés, qui sont surqualifiés et qui honnêtement ont beaucoup plus d'avenir chez nous que d'avenir malheureusement chez eux. Il faut quand même leur permettre de venir. Et que c'est vrai que allez, on va dire l'effet pervers de cette espèce de surenchère, ça peut être effectivement de sacrifier celles et ceux qui sont méritants et qu'on doit évidemment accueillir sur le sol français. Mais c'est quand même pas paradoxal alors que le pays vit sur la rente mémorielle depuis 63 ans aujourd'hui, que quand un président français va en Algérie, on demande quoi? Des visas. C'est quand même pas un peu surprenant. Si c'est des visas pour étudier, moi ça me pose pas de problème. Non, mais c'est pas surprenant alors qu'on enseigne la haine contre la France depuis l'école la plus jeune, que les gens veuillent venir dans ce pays horrible. Moi, les jeunes que je reçois, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas la haine de la France. Non, écoutez, loin de là. On a 800 000. Pourtant, on leur inculque ça là-bas. Moi, je vous dis que ce que je vois, c'est qu'on a des jeunes qui sont extraordinairement bien formés en Algérie, qui aiment la France, qui aiment l'Europe, et leur rêve, c'est d'avoir un visa et un job en France pour tenter d'avoir des papiers en France. Je crois que vous avez raison, Sébastien. C'est une banalité de le dire, mais il ne faut pas confondre le pouvoir algérien avec le peuple. Oui, je vous rappelle qu'on a 800 000 ressortissants à peu près algériens, plus les familles, ça touche des millions de gens. Mais je redis qu'on ne parle pas d'un pays ordinaire. On parle de notre relation à l'Algérie. Alors moi, je veux bien que, effectivement, ce pouvoir dictatorial vit sur la rente mémoriale, mais il y a aussi une chose que nous n'avons pas réglée. Notre comportement de la France en Algérie n'a pas été réglé. Et que voulez-vous faire? Les raisons, mais parce que c'est... Regardez la preuve, on ne peut pas discuter de ça. Il y a un journaliste qui se fait virer quand on discute de ça. Tous les historiens ont donné raison, par exemple, à ce journaliste, sur sa comparaison. Tous les historiens, y compris les moins gauchistes. Il s'est pas fait virer, c'est lui qui est parti. Mais regardez, on a une guerre bien plus violente en Indochine. Les Vietnamiens ne sont pas toujours à demander des repentances. Parce que d'abord, c'est pas du tout. Nous sommes les voisins de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'il faut qu'on fasse quoi? Eh bien, écoutez, il y avait une commission qui était formidable, d'histoire et de réconciliation, qui n'a jamais servi à rien. Malheureusement, c'est sûr qu'avec Benjamin Stora, c'était peut-être pas tout à fait neutre. Mais il n'y a pas que Benjamin Stora là-dedans. Mais il n'y a pas que lui dedans. Il y a aussi des gens. Il y a des gens. Il y a Chapoulot. Il y a des gens. Mais non, mais vous avez des gens qui sont extrêmement historiens sans être idéologues. Il faut arrêter. Vous en faites un combat gauche-droite. C'est justement ça. C'est là qu'est le drame. Le drame, il est là. Nous devons regarder notre passé en face. Tant qu'on n'aura pas regardé ça, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est tout. Moi, je propose de nommer Françoise de Gois dans cette commission. Comme ça, j'aurai enfin le dernier mot sur cette antenne. Non, mais je n'ai pas la capacité de ça. Mais je veux dire, c'est profond. C'est quelque chose de tellement profond entre nous qu'il faut vraiment s'y atteler. C'est vrai. Allez les amis, dans un instant le qui c'est qui l'a dit, parce que ça aussi c'est profond quand ça perd. Hein. Ça peut dire ça. On en entend parler hors antenne et vas-y, ça dure des semaines. Oui, j'ai perdu. Voilà. Le qui c'est qui l'a dit et on embarque avec nous Yann. Yann, vous bougez pas, on revient dans un instant. Attention Yann, ce sera à vous de lancer le jingle. Donc réfléchissez à ce que vous allez dire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix. Jusqu'à 19h, on a l'impression d'être en conseil des ministres ici. Hein, parce que personne n'est jamais d'accord avec personne. Tout le monde, oui, mon petit précaré, mon petit truc. Oui, mais c'est toi la chef de la présidente, donc tu comme François Bayrou, vous laissez s'exprimer même des opinions très contraires. Ça veut dire que je vais sauter dans peu de temps, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, c'était un compliment. Ah, je vous remercie Philippe Bilger. Par contre, une vraie voix, contrairement à un ministre, ça ouvre sa gueule, parce que sinon, ça part. Vous vous rappelez, un ministre ferme sa gueule ou ça démissionne, chevènement. Voilà, c'est ça. Philippe Bilger, autour de cette table, Sébastien Manard et Françoise de Gois, et notre nouveau meilleur ami, c'est Yann qui est avec nous. Oui, bonjour.
Donc, si j'ai bien compris, on va lancer qui c'est qui l'a dit. C'est Alors, ça. qui c'est qui l'a dit que la meilleure équipe de la radio, c'est Philippe et Cécile. Enfin, Cécile et Philippe, parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Ah. Bam. Voilà. Alors, en même temps, j'ai pas la réponse. Mais bon, je vous la donne, c'est moi. Ça, c'est du génial, hein. Il est excellent. Encore un escroc, Yann. Allez, Yann Deslandes, question qui c'est qui l'a dit 3 points. Non, je ne demanderai pas la dissolution de la France insoumise. Me faire traiter de raciste ou fasciste par les insoumis, ça ne me fait rien. Bonne réponse de Yann. Facile. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Ouais, c'est des Qui c'est qui l'a dit, Yann? Je connais les qualités de Bruno Retailleau pour rassembler des sensibilités différentes. Il sait trouver les moyens d'unir tout le monde. Je ne sais pas. C'est pas Prima. Bonne réponse de Sophie Philippe Prima. Bilger, la porte-parole du gouvernement. Pas mal, Philippe Pas mal, Bilger. moi, je suis à J'ai l'ouest. 3 points. Moi, ça c'est fait. Après, ça va être Sébastien. Question qui Merci. c'est qui l'a dit? On ne devrait pas résumer la question de la retraite à la question de l'âge. Ah, ben, Yann. Marie-Lise Léon, non? Antoine Armand. Non. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Antoine ça. Armand, député, ancien ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, on l'entend plus, on l'entend Mais beaucoup où plus est-ce que depuis vous avez depuis- été Non, mais- chercher non, ça mais c'est Ah, pas parce partout. que c'est partout. Il est parce qu'il est partout. Ah, ça, On il a l'entend. volé. J'allais dire qu'on Je l'entend tiens encore. juste à dire, après, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont déjeuné ensemble. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors que je rappelle que Sébastien Ménard est mon ami depuis des années, avec qui je n'ai jamais déjeuné depuis qu'il est là. Mais il va déjeuner avec Philippe David et comme par hasard, il a toutes les réponses. Je dis ça. Non, il en a eu qu'une, je vous en prie. Qui c'est qui l'a dit, Yann? Je ne veux pas que la droite soit au gouvernement pour être la caution de l'immobilisme. Ok. Bonne réponse. Il nous enlève C'était tout. facile. alors, Qu'est-ce qu'il est facile. bien. Il est Il bon, est ouais, très c'est bon. facile, Bravo, mais il est Yann. bon, il est bon. Il est très bon. Question qui c'est qui l'a dit, mon cher Yann? S'il faut se préparer à faire la guerre, on ne peut pas le faire avec un monde de travail qui n'est pas en paix. Ah, j'ai entendu, mais j'ai plus le nom. Sophie Binet? Non. Marie-Lise Léon. Bonne réponse de Françoise voilà. Degois. Bah, toutes les vraies Marie-Lise voix. Léon, secrétaire générale de la CFDT. Il n'y aura pas de vraie voix Fanny aujourd'hui, tout le monde a des points. Bravo. Qui c'est qui l'a dit, Yann? Si la politique veut renouer, la politique veut renouer avec son peuple, on n'interdit pas les super promos. Alors Les c'est super promo. C'est pas un homme politique, c'est un entrepreneur. C'est Leclerc. Bonne réponse de Yann. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort, il est excellent, il Les est bon. propos sont cohérents. Ah ouais. Qui c'est qui l'a dit? Je suis fier que Bruno Retailleau montre que la France cesse de s'écraser face au régime algérien. Yann. Allez, je veux dire, ou Tanguy, ou Bardella. Ça Allez. part là. Benami. Bonne réponse de François-Xavier Sébastien. Bellamy, eurodéputé LR. Ouh. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Bruno Retailleau est plutôt sur la fermeté. Moi, je suis sur l'humanité. Yann. Quoi, ben quoi, on n'a rien dit? Ah bah, non, c'était pas Yann. Hein. Du coup, Philippe, mauvaise réponse. Jean-Noël Barrot. C'est une femme ministre, on ne l'a jamais citée. Non. Jamais. Agnès Panay-Onaché, non? Non. Oui. Non, c'est Valérie Létard. Bonne réponse Parce de que mieux vaut les tard que jamais. C'est nul. C'est nul. Moi, je vais faire une remarque. J'ai remarqué que pour une question sur la ministre du Logement, personne ne savait où il habitait à part Sébastien Non Ménard. mais attends, mais t'es jaloux parce que les tard que jamais, c'est mieux. On a une ministre du Logement. Non, c'est bon. la vérité, c'est que Françoise mérite 3 points, parce que franchement, Elle est vu bien, la- mieux vaut les tard que jamais, elle est pas mal. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Allez, avouez, dernière c'est bon niveau. question, les amis. Qui c'est qui l'a dit sur le voile dans le sport? Je suis du même avis que Bruno Retailleau. La Légion n'a pas sa place. La religion n'a pas sa place dans l'espace collectif. J'allais dire, pourquoi la Légion? Yann. Marine Le Pen. Bardella. Non, pas du tout. Jordan Bardella, pas du tout. C'est un c'est centriste. Président de région. Bonne réponse de Sébastien Ménard. On a le temps pour une dernière ou pas, Maxime? Qui a gagné là? Allez, non. une dernière. Non, Dernière c'est rien, rapide. la dernière. Vite, Qui vite, c'est vite. qui l'a dit, Yann? La France est attachée à ses relations avec l'Algérie. Ah voilà. Retailleau ce matin. Non. Non, Macron. Non. Bayrou alors. Non. Bah, Barrot. Voilà, Barreau, C'est moi. Françoise Degois. De justesse. Bon, ben écoutez, tout se suit. Sébastien Ménard, 12 points. Yann, 9 points. Françoise Degois, 6 points. Philippe Bilger, 3 points. Félicitations, Sébastien. Merci. Ouais. Voilà, bravo Sébastien. C'est parce que c'est l'étard que jamais qu'il a. Il a Bon, déjeuné on avec va Philippe donner David un en point de fait. plus Je à note François, quand du même. coup. Ouais, on va lui donner un point de plus à François, c'est ça. Allez, Yann. Elle a perdu quand même. hein. C'était un Philippe plaisir. Bilger adore cette phrase, hein, je vous le dis tout de suite. On va donner des points à Françoise Degois. Ah oui. Il y a pas de problème.
Franchement, d'ailleurs, je suis étonné que ça soit déroulé de manière paisible. Évidemment, Sébastien avait tout avant. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un tricheur. Tu sais, pendant des mois, il Mais a tout eu Philippe avant. David démontre que même en dehors de l'enceinte des vraies voix, vous trichez. Il y a eu une vraie triche de Sébastien pendant des mois et des mois. On n'a rien dit. C'est parce bien, que- Saint-Just vient de ressusciter. Il s'appelle Philippe Bilger. J'ai l'impression d'être au tribunal révolutionnaire sous la terreur. Non, mais il y a des choses. Pardon, excusez-moi, mais il y a des choses. Il pouvait pas savoir, Sébastien. C'est pas possible. L'étard, c'est pas possible. Non, l'étard, c'est pas possible. Moi, Qui a donné la grille des réponses? Parce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'on lui donne. Françoise, il faut qu'on y aille. Pardon. Yann, merci beaucoup d'avoir joué avec à nous. vous. Moi, je considère que c'est vous qui avez gagné. C'est est pas, excellent. c'est pas le Sébastien Ménard, qui est le nouveau meilleur ami de Philippe David. Allez, dans un instant, le journal, bien entendu, et la météo qui est plutôt très jolie en ce moment. Et Philippe David? Eh ben, je vais dire sur un point de ce matin, bravo Rotaillot. Eh ben, très bien, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe David. Ça va, mon Philippe? Oh bah ça va très bien. Vous Et êtes vous, content? Cécile? Oh bah avec vous, ça va toujours bien. Avec votre petit chien. Ah bah oui, il est Ah bien. oui, Oh, c'est Capucine. C'est Capucine. C'est Mais Capucine. elle a fait son trou ici. Oui, hein. il a fait Tout son. le monde, Comme vous avez fait votre trou ici. C'est pareil. Ah, mais il y a un chien. Oui, il y a un chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Un chien, c'est votre chien? Oui. Oui. Ah, vous avez un chien maintenant? Oui. C'est un cadeau? Non, c'est Non, pas non, on l'a déjà. Capucine a un homme, Philippe David. Capucine. Voilà. Un Jack Russell. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore les Jack Russell. Une Jack Russell. Une Jack Russell, C'est une exactement. femme. Oui. En revanche, elle a le même ventre que vous. Non, non, attendez, Elle fait a 10 plus de kilos. poils en fait. Oui. Elle est Ah, ronde, non, non, ça. c'est pas vrai. Elle est rondouillée. Elle est rondouille, hein, yarde. Pardon de vous le dire. Allez les amis, 0826 300 300 autour de cette table, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Françoise Degois. Et c'est Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir à toute l'équipe. Vous nous avez laissé un message, Julien, et c'est le moment de nous expliquer. Vous vouliez revenir sur Bruno Retailleau et la stratégie politique. Eh ben, tout à fait, parce qu'en fait, en proposant sa démission, le problème c'est que tous ceux qui vont vouloir le voir partir, démissionner, donc on va dire la frange gauche de son électorat, va le pousser à aller au bout de son idée pour finir en démission, puisque de toute façon l'idée concrètement ne pourra pas passer. Et ceux qui sont d'accord avec l'interdiction du voile et tout ce qu'il a proposé, eh bien eux vont aussi le pousser à aller au bout de ses idées, mais malheureusement ça va être un mur politique et du coup il va se retrouver quand même obligé d'homicide. Donc en fait il s'est, à mon sens, tiré une balle politiquement en proposant sa démission comme unique solution d'alternative. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas les limites du retenez-moi ou je fais un malheur? Oui, mais je pense que déjà, il a non pas compris qu'il avait dit une erreur, mais puisqu'après avoir vu sa menace de quitter le gouvernement lettre morte par le gouvernement algérien, il a décidé de rester, et je pense qu'il va tenter un fragile équilibre entre son maintien au gouvernement, dont il sait qu'il est utile dans la lutte pour la présidence des Républicains, et puis son intégrité personnelle. Françoise Degois. Oui, je suis d'accord avec notre auditeur. La réalité, c'est que le retenez-moi ou
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus qui était en train de faire une expérience de laboratoire en direct dans l'émission. Philippe Bilger en pleine forme, Françoise Degois. Philippe, vous avez vu, il est accablé. Il est accablé. Il est au bout du rouleau, comme on dit. Il reste plus qu'une feuille sur le rouleau. C'est vraiment une vie de chien. Et Sébastien Ménard qui contemple ça après sa victoire dans le qui c'est qui l'a dit. Vous avez remarqué que Sébastien, au fur et à mesure de l'émission, il se déshabille. Vous avez remarqué ou pas? Tandis que Félix Mathieu lui se demande où il est. Voilà, oui, c'est ça. Vrai. Je vous observe, je prends des notes. Félix Mathieu. Vous noterez que Philippe David a rappelé que Sébastien Ménard avait gagné au qui c'est qui l'a dit. Oui, c'est la, comme donc, par la hasard. démonstration. Bien sûr. C'est quand même la démonstration. On se croirait dans un gouvernement, je vous le dis. Il y a une embrouille au Pipoland entre vous deux. Excusez-moi de vous le dire. Et Audit Philippe Bilger et moi, pardon de le dire. Okay. Alors qu'on est d'une intégrité. De travaux. Là, celle-là, elle est énorme. Votre intégrité. Excusez-moi, j'aimerais qu'on compte, pardon aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont l'impression que c'est de la cuisine interne, je voudrais qu'on compte le nombre de victoires de Philippe Bilger, qui sont pas très nombreuses, qui ne sont pas très nombreuses, par rapport à Sébastien Ménard quand il est là. La preuve de notre intégrité, c'est qu'on perd depuis quelques semaines. Ou alors c'est qu'on est très malin. Vous êtes très mauvais. Faites votre coup de gueule, je vais vous dire si vous êtes bon ou pas. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Crépol dans la Drôme, mais qui concerne toutes les villes et villages de France. Pourquoi Crépol? Parce que ce village où un adolescent a été tué à coups de couteau revient dans l'actualité. On écoute ceci. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt, il y a eu très très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce que ils disent des insultes anti-racistes au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. Vous avez entendu les voix de Marc Le Plongeon et Jean-Michel Decugy, journaliste et co-auteur avec Pauline Guéna du livre Une nuit en France, anatomie du fait divers qui a déchiré le pays. On écoute maintenant ceci. Bruno Retailleau, j'ai 3-4 questions pour terminer. Crépol, le meurtre de Thomas, est-ce que c'était un raid anti-blanc? Vous, ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez les informations nécessaires pour répondre à cette question? Les informations précises, je ne les ai pas. Mais je sais qu'il y a aussi un racisme anti-blanc. Vous savez, le racisme, il est certainement pas l'apanage de telle ou telle couleur de peau. Vous avez reconnu Bruno Retailleau ce matin au micro de Sud Radio et je dois dire qu'évidemment, je pense comme Bruno Retailleau que le racisme anti-blanc existe et qu'il doit être combattu comme toutes les autres formes de racisme. Dans l'affaire de Crépol, 9 témoins affirment avoir entendu, je cite, qu'il fallait planter du blanc, fait que la justice n'a pas reconnu mais qui, s'ils étaient avérés, mériteraient que la circonstance aggravante de crimes racistes s'applique. Rappelons d'ailleurs que plusieurs décisions des tribunaux ont validé l'existence du racisme anti-blanc en condamnant des auteurs de phrases comme sale blanc ou sale français, condamnation d'ailleurs parfois saluée par la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Un racisme anti-blanc qui passe même crème dans les médias. On écoute ceci. On mange au resto, c'est délicieux. On paye. Oui, bonjour, l'addition, c'est pour qui? Pour moi? Non, chacun paye sa part. On paye chacun notre part. On sort. Vous avez entendu la voix de Mela Bédia dans l'émission Liars Club diffusée sur Amazon Prime Video, Gouer étant au Maghreb une injure pour qualifier une personne blanche occidentale ou chrétienne. Je vous laisse imaginer le tollé si à la place de Gouer avaient été tenus les mêmes propos sur des Noirs, des Arabes ou des Asiatiques. L'Arcom et les tribunaux seraient déjà saisis par les associations antiracistes et le coupable des propos banni de tous les médias. Pour conclure, je citerai encore Pierre Desproges qui disait « J'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à le racisme. Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocres crème et des anthracites argentés, mais à SOS machin, ils ne fustigent que le berrichon de base ou le parisien baguette, c'est sectaire. Je crois que, en réalité, il y a eu des propos lors de cette terrible affaire où il y a eu une expression de racisme anti-blanc. Ce qui me frappe, c'est que il faut attendre un livre qui peut être totalement contesté pour qu'on ait enfin une version à peu près complète de ce qui s'est passé à Crépol de manière contrastée. Je veux dire, ça n'est pas grave qu'à une certaine époque, sur CNews,
on ait développé une certaine vision et que ce livre en développe une autre. C'est ça le pluralisme de l'information. Ah, mais je ne suis pas été contre la sortie du livre. Non, bien sûr. Je regrette que ça n'ait pas pu être fait lors de l'actualité elle-même. Françoise, on verra déjà comment va fonctionner l'enquête, etc. Moi, vous savez à quel point sur ce racisme anti-blanc, je suis très opposé. Le racisme anti-blanc ne vous empêche pas de trouver un travail. Le racisme anti-blanc ne vous pousse pas à être contrôlé chaque jour dans le métro. Véritablement, je ne pense pas, moi, qu'il y a un racisme systémique en France, au sens de la France serait un pays... Non, la France... Au sens où le disent les indigénistes. Oui, bien sûr, c'est-à-dire la France serait un pays raciste dans ses structures, etc. Ça n'est pas vrai. Et je pense en plus que les Français ne le sont pas. Je pense qu'il y a une catégorie, bien sûr, mais je pense que globalement, les Français sont plus intelligents que les gens qui les gouvernent ou prétendent les gouverner. Mais la question, pour moi, du racisme influent est une question obsolète parce que elle est terrible, parce qu'elle induit que d'un seul coup, nous serions finalement envahis et en territoire mis en danger sur notre propre territoire. Quand vous êtes blanc, vous n'êtes pas contrôlé tous les jours dans le métro, vous perdez pas de métier de votre travail, vous n'êtes pas obligé de changer vos prénoms sur votre CV pour avoir un boulot. Je suis désolé. Oui, mais je suis d'accord en partie avec vous, mais le racisme, c'est pas que ça. Le racisme, c'est effectivement, vous aviez dans les années 80 des skinheads qui étaient des racistes anti-beurre, anti-black. Voilà. Aujourd'hui, vous avez évidemment dans certains quartiers un racisme anti-blanc. C'est-à-dire que évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe. Le racisme, c'est pas que la discrimination face à l'emploi, face au logement, face à la réussite, face à l'insertion. Mais c'est la masse. Non, mais c'est la masse. Mais c'est pas de ça dont on parle. Bah si, c'est ça dont on parle. Si, le concept de racisme anti-blanc, le concept racisme anti-blanc, vous savez très bien ce que ça engage comme débat. Vous savez très bien que ça engage la submersion migratoire, ce qui n'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais François, vous pensez à ma place. Ça peut être l'expression d'un racisme, tout simplement. C'est que voilà, il est interdit d'interdire. On devrait juste interdire les racistes. Donc ils viennent. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Non, mais Philippe, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Allez, l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le maire de Montélimar, dans la Drôme, va assister en personne demain à la destruction d'un local poubelle qui servait de point de deal. Oui, un point de deal dans le quartier du Plan à Montélimar. Une caméra de vidéosurveillance avait été installée, nous indique la mairie. Ça avait en partie déplacé le trafic, mais pour autant le local poubelle restait un point névralgique dans la communication autour du deal, comme en témoignaient des tags tout récents datant d'il y a seulement quelques jours. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le maire de Montélimar qui sera donc présent demain à cette démolition. Bonsoir Julien Cornillet. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors vous allez faire démolir ce local poubelle pour le remplacer par des bacs semi-enterrés. Est-ce que ça va régler le problème? Est-ce que ça va le déplacer ou un peu des deux? Non, la vraie question, elle est de savoir ne pas laisser perdre du territoire de la République. Et c'est vrai au niveau national comme c'est vrai au niveau local. Et quand on est maire, on ne peut pas tolérer un point de deal. Donc on doit être intelligent, mettre du mouvement, c'est travailler, c'est mettre des semi-enterrés parce qu'on utilise le local à poubelle comme un point de deal, on le détruit et on change le mobilier urbain. C'est continuer à mettre les caméras à un premier endroit, les remettre la deuxième fois, c'est les traquer, c'est prendre un arrêté municipal en empêchant le regroupement sur la tranquillité publique avec des PV à 150 €. On en est à 20 verbalisations depuis le début de l'année. Ah oui. C'est la multitude d'éléments qui fait que c'est ça qui va déstabiliser le système. Et c'est vraiment, vous savez, ils ont un raisonnement économique. Le trafic de drogue, on voit bien avec les projets de loi quand on parle du narcotrafic, c'est une économie. Nous, on a des outils aussi pour complexifier, pour mettre du mal à ce trafic-là. Et demain, vous allez donc y aller avec un bulldozer, c'est ça, et détruire ce local. Alors, a priori, dessus, il y a carrément le prix de la barrette, du rail, etc. C'est comme un supermarché, quoi. Non, ça c'est ce qu'ils ont essayé de faire et c'est là où j'ai de la chance d'avoir des services qui y vont et qui effacent tous les jours parce que ils l'ont fait, mais c'est effacé tous les jours. C'est de ne pas le lâcher, voilà. C'est de ne pas le lâcher. Mais quand on lâche pas, et je dois aussi remercier l'ensemble des forces de l'ordre. La police municipale qui va avec notre vidéosurveillance, la police nationale, mais aussi quand l'État nous fait avoir la CRS 83 par exemple, oui, voilà. Moi je suis ravi de voir que les forces de l'ordre vont pas que dans
quartier nord de Marseille ou dans les grandes villes. Ils peuvent venir aussi dans les villes moyennes comme Montélimar parce qu'on souhaite. Et on va se battre, on ne va pas perdre les territoires de la République. Merci beaucoup, monsieur le maire. Julien. On peut être fier des maires qu'on a. Ouais, on a ils sont et la Montélimar, remarquable. Oui. Julien Cornillet était avec nous, maire de Montélimar. Moi, merci beaucoup, monsieur le maire. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On n'a pas le temps, on fera un teasing après, hein, c'est ça? Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous accueillir tous les jours entre 17h et 19h. Tout de suite avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Françoise Degois, le tour de table de l'actu. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à la table? Non, je suis pas d'accord. Ah mais là c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table. De l'actualité. Parlons vrai. Elle parle comme une gamine, c'est drôle. Mais parce que ça fait plus joli dire yesh que... Philippe Bilger, votre tour de table, une incroyable violence médiatique, le corporatisme en miettes. Oui, alors c'est une impression que j'ai depuis plusieurs mois. Longtemps, j'ai dénoncé le corporatisme judiciaire et le corporatisme médiatique. J'avais l'impression que, quelles que soient les convictions politiques, les médias se serraient les coudes, étaient inspirés par une sorte de solidarité confortable et mécanique. Et puis, depuis, j'ai l'impression que ça a changé. qu'en réalité, on n'hésite pas à se pourfendre médiatiquement, qu'on attaque les uns, qu'on défend les autres, dans un registre politique. Et je ne pense pas seulement à Cyril Hanouna, pas plus qu'à notre ami Apathy, si j'ose dire. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une violence médiatique qui détruit les barrages de la solidarité, de la bienfaisance, et qui montre que cet univers-là est touché par une forme de brutalité. Oui, c'est l'extrême polarisation du débat. C'est pour ça que je dis que la question de la censure n'est pas la vraie question. Il n'y a pas de censure dans ce pays. La dégradation du débat public, évidemment. Et la dégradation, les attaques sur Jean-Michel Apathy, les attaques même sur Pascal Praud, les attaques qu'il y a eu sur Sud Radio, mais les attaques aussi dans l'autre sens, la façon dont ces médias parlent du service public, par exemple. On voit la polarisation. En gros, le service public, c'est les méchants gauchistes, et CNews, etc., c'est les méchants fascistes. Et en réalité, on va pas s'en sortir. Moi, je pense quand même qu'il faut faire très attention, parce que les directeurs d'antenne, quels qu'ils soient, sont tentés d'aller vers la polarisation extrême dans un sens ou dans l'autre, parce que pensent que c'est les audiences se font là. Je vois bien à quel point les autres chaînes de télé sont à côté de leur pompe, en sachant pas vraiment comment on peut arriver à rattraper, et qu'il faut du buzz et qu'il faut du clash. Mais attention, parce que je pense que c'est le miroir aux alouettes, que ça dure pas longtemps, en fait. Sébastien, rapidement. C'est ce que dit Françoise Degois est tout à fait conforme, mais c'est aussi, est-ce que ce sont les médias qui ont une influence sur les opinions, et notamment tout ce qui se déverse sur les réseaux sociaux, ou l'inverse? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien publier d'un peu engageant et je dirais d'un peu clivant sans avoir une avalanche de trolls, de haters, etc. Donc malheureusement, le paysage politico-médiatique est un petit peu à l'image de tout ça. Sébastien Ménard, le scandale du prix des autoroutes. Oui, disons que j'ai remplacé, moi, Philippe David sur les routes de France. C'est-à-dire que je vais visiter mes vendeurs, mes distributeurs indépendants, enfin bref, un certain nombre de mes partenaires, ils sont des milliers. Donc je fais des milliers de kilomètres. Et souvent en TGV, souvent en avion, mais de temps en temps, je prends aussi mon automobile. Et donc je suis sur l'autoroute. Alors j'écoute Sud Radio, mais je ne fais pas que ça. Je me dis, mais à un moment donné, mais comment se fait-il qu'on a, soi-disant sur le papier, les plus beaux autoroutes d'Europe, pour pas dire du monde. Les plus belles, les autoroutes. Ouais, elles sont belles, les autoroutes. Mais je me dis, vous avez aucun tronçon sans travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous pouvez pas faire 100 bornes sans être embêté, pour pas dire pire, par à un moment donné une déviation, par des travaux de bitume, par le changement d'une... Enfin bref, qu'est-ce qu'ils foutent? Alors moi, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent à surentretenir, à surinvestir sur nos autoroutes? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement que pour justifier le prix, et puis le prix payé par l'automobiliste, c'est quand même, à la fin de la fin, 40 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme. Voilà.
avec allez, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, un résultat net de plus de 4 milliards. Il n'y a pas une activité plus rentable que concessionnaire d'autoroute. Mais je me dis, mais à un moment donné, et j'ai appelé Philippe David, je lui dis, mais est-ce que les autoroutes, finalement, on les paye un petit peu moins cher quand on est emmerdé, quand on perd 10 minutes par-ci, un quart d'heure par là, etc. 40 km à faire et qu'il y a 20 km de travaux qu'on roule à 70. La réponse est non. Quand vous allez, et donc, quelque part, des fois, j'essaie d'avoir des réflexions frappées au coin du bon sens. Je me suis dit, mais quand on va chez le boulanger, quand on achète une baguette, on l'a entière, la baguette. Donc, quand je paye un tronçon d'autoroute au prix fort, voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que quand j'ai 40 km de déviation ou que l'autoroute est coupée ou voilà, je trouve pas ça normal. C'était mon coup de gueule, c'était mon tour de table. J'ai beaucoup moi voyagé dans mon autre vie, etc. Je les ai faites dans tous les sens, mais je préfère payer plus cher. Regardez les autoroutes en Allemagne, regardez les autoroutes en Belgique, c'est un désastre en réalité. Moi, ça me va très bien que les autoroutes soient bien entretenues. Il y a plein d'endroits où ils sont pas éclairés, donc c'est un peu dangereux. En Belgique, c'est 100% éclairé. Non, mais elles sont odieuses. Vous avez vu la chaussée en Belgique? Vous avez roulé la l'arrivée sur Bruxelles, allez-y, je vous souhaite bon courage. L'arrivée sur Francfort aussi. Donc bon bref, tout ça pour dire que ça va. Oui, bon, ok. Il n'a pas de voiture, Philippe. C'est intéressant. Pour dire que voilà, les coups de fil s'enchaînent, c'est pas si mal. Voilà, entre Trump et Poutine hier, entre Poutine, Trump et Zelensky aujourd'hui, finalement il y a un mouvement qui se crée. Je vois très bien à quel point les Russes montent haut, posent des conditions inacceptables pour finalement redescendre et négocier. Donc je voulais juste saluer, si vous voulez, quand même cette chose avec l'Europe qui continue à maintenir la pression très forte en gardant son soutien à Zelensky. Si l'Europe avait lâché, nous n'en serions pas là. Zelensky serait même pas dans les conversations. Heureusement que l'Europe a résisté. Voilà. Bravo. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour de table, les amis. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix avec les messageries cryptées. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur sur Sud Radio, qui réclame un accès pour la police contre le terrorisme et le trafic de drogue. Alors parlons vrai. Est-ce que face au terrorisme et au narcotrafic, ce verrou doit sauter? À cette question, la police doit-elle avoir un accès aux messageries cryptées? Vous dites à 47% non, à 32% oui encadré et à 21% oui illimité. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Frédéric Lopez est avec nous, délégué du syndicat de police Alliance en charge de l'investigation. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Une question courte, réponse courte. Est-ce que les preuves finalement les plus flagrantes se trouvent sur ces messageries cryptées? Oui. Et ben voilà, on en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est chaque jour de 17h à 19h. Vous pouvez bien entendu regarder, écouter bien entendu sur toutes formes de plateformes, mais aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube et vous en profiter pour vous abonner. Parce qu'à chaque fois qu'on fait 1 million, on a un pot à Sud Radio avec du cidre et tout ça. Donc on aimerait bien en avoir encore. Ouais, ça vous avez vu, c'est vrai. C'est l'occasion de se retrouver. La direction, les grands argentiers déboursent pour nous faire un pot. Moi j'adore. Bah ouais, mais moi j'adore. C'est très familial chez nous. Et c'est la raison pour laquelle on est là aussi. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Les grands criminels ont migré massivement, précisément, sur ces messageries cryptées. Aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Est-ce qu'on veut ou non donner des outils quand on lutte contre le terrorisme? Moi, je vais vous dire, c'est la première fois que je le dis, nous aurions pu déjouer des attaques mortelles, terroristes, si nous avions pu avoir accès à ce genre de techniques de renseignement. Déjouer certaines attaques mortelles? Bien sûr. Je n'en dirai pas plus. Et des attentats meurtriers auraient pu être évités. Vous l'avez entendu, en France, si les enquêteurs avaient eu accès à une messagerie cryptée. Une révélation du ministre de l'Intérieur ce matin sur Sud Radio. Bruno Retailleau monte au créneau et exige un droit de déchiffrage pour la police, un outil clé dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Alors parlons vrai. Faut-il bannir de France les messageries qui refuseraient de jouer le jeu? Et à cette question, la police doit-elle avoir un accès aux messageries cryptées? Vous dites non à 47%, oui encadré à 32%, oui illimité à 21%.
21%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Frédéric Lopez est avec nous, délégué du syndicat de police Alliance en charge de l'investigation. Merci d'être avec nous ce soir. Philippe Bilger. Je vous en prie. Ce n'est pas l'ancien avocat général qui va s'inquiéter de ce qui est prévu dans la loi contre le narcotrafic, même si la commission des lois de l'Assemblée nationale a éliminé un certain nombre de dispositions qui me paraissaient précisément faire de cette loi un outil efficace. Et pour ce que vous venez d'évoquer, les messageries cryptées et d'autres, le coffre et tout ce qui est de nature à faciliter l'enquête et à adapter la lutte contre le narcotrafic au niveau de modernité et de technicité des transgresseurs eux-mêmes, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et en réalité, à partir du moment où on sait qu'on ne pourra jamais établir un équilibre parfait entre les libertés publiques et puis l'efficacité policière, en ce qui me concerne, j'opte pour tout ce qui va faciliter l'efficacité policière. Et vous avez raison, on aurait évité un attentat gravissime. Et pour Amra, par exemple, au lieu de prendre 8 à 9 mois pour l'arrêter, on l'aurait fait en 4 mois. Françoise Dewa. Oui, alors, mais avec moi, je mets le bémol, peut-être avec plus de fougue que Philippe Bilger ne le fait. Je mets vraiment le bémol sur les libertés individuelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne peut pas être illimité, et je trouve que nos auditeurs sont assez raisonnables quand même là-dessus. Donc, oui, dans des cas très précis, avec des commissions régatoires très précises, hyper encadrées, moi, ça me va absolument de manière parfaite. Et je dois dire aussi que nos gouvernants doivent donner l'exemple. On est deux ici à être passés par les gouvernements à un très bon niveau d'ailleurs, et je me rends compte à quel point les téléphones cryptés, par exemple, aucun dirigeant ne les utilise. Moi, mon ministre ne les utilisait pas, mon président François Hollande ne les utilisait pas, Emmanuel Macron ne les utilise pas parce que c'est trop compliqué. Et en réalité, nos propres dirigeants se mettent eux-mêmes dans la main de gens qui peuvent complètement tout craquer leur conversation. Donc c'est à tous les niveaux qu'il faut que ça change. Sébastien Ménard. L'état de droit, les libertés individuelles, c'est quelque chose à mon avis, totalement non négociable. Parce que, effectivement, vous avez raison, Philippe Bilger, c'est-à-dire que permettre par tous les moyens de faire avancer les investigations policières, de déjouer le mal, voilà, les attentats, les crimes, etc., évidemment, mais tout ça doit être très, très, très encadré. À quel moment on autorise de craquer des messageries cryptées? À quel moment on se dit, cet individu-là, on va pas le faire? Voilà. Et moi, je suis toujours extrêmement, extrêmement prudent, parce que quand vous mettez le doigt sur, je dirais, vous faites tomber une digue en matière de droits de l'homme, en matière de liberté individuelle, en matière de protection de la vie personnelle. On n'est même pas dans les données, on est dans la vie personnelle. Et c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière. Donc effectivement, il y a un certain nombre je vais utiliser ce mot, pardonnez-moi, il n'engagera que moi, de salopards qu'on aurait pu mettre beaucoup plus vite, vous avez raison Philippe Bilger, hors d'état de nuire. Mais est-ce que ça doit après s'appliquer à des chefs d'entreprise, etc. Est-ce que ça va pas être l'administration fiscale qui va faire la même chose, etc., etc. Voilà, on sait où on met le doigt. Voilà, et il faut peut-être effectivement le mettre, puisqu'aujourd'hui le narcotrafic, le terrorisme, etc. Pourraient être conjurés, endigués grâce à ça. Mais jusqu'où on ira? C'est la question que je pose. Alors, Frédéric Lopez, délégué du syndicat de police Alliance en charge de l'investigation. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à la liberté, en tout cas, de chacun de dire non? Et pourtant, vous le faites déjà sur les téléphones et sur les SMS. Ça existe déjà, ça? Oui, ça existe déjà. Et puis, c'est tout le temps et en tout lieu, c'est toujours été encadré par les magistrats. Donc je pense qu'en fait, on aurait très bien pu transposer ce que nous faisons déjà sur la téléphonie actuelle, le transposer sur les messageries chiffrées. Ça aurait posé aucun problème, ça aurait toujours été sous le contrôle et la supervision d'un magistrat. Mais qu'est-ce que Frédéric Lopez, donc ça c'est bien que vous rappeliez que c'est déjà encadré, quelles sont les messageries les plus utilisées? C'est Telegram, c'est pas WhatsApp, j'imagine? Si, il demande sur WhatsApp aussi, bien sûr. WhatsApp, Telegram, Signal sont les messageries les plus utilisées, avec Messenger, mais il y en a d'autres, Viber, Line,
Il y en a tellement, il y en a qui e-message. Il y a beaucoup de messages chiffrés. Il y a un gros système qui a été démantelé là en 2024 qui s'appelle Matrix, avec des téléphones qui valaient 1 600 €, avec à l'intérieur, fallait que les policiers décryptent. C'est incroyable. C'était incroyable. Et c'est vraiment sorti du réseau. Pardon Philippe. Est-ce que vous ne craignez pas, Frédéric Lopez, que, comme toujours, au moment où la police arrivera à un niveau sur le plan technique des criminels, ceux-ci inventent de nouveaux modes et qu'à nouveau on risque d'être en retard? C'est toujours une renaissance perpétuelle. On s'adapte à notre criminalité et on évolue au fur et à mesure des années et des évolutions que les auteurs de crimes et délits font. C'est notre but ultime, l'innovation, et on s'adapte en permanence. C'est ce que font nos collègues au quotidien et ils le font très bien. Est-ce que c'est compliqué? On continuera à s'adapter de toute manière. Est-ce que c'est compliqué déjà avec le téléphone et les SMS? Est-ce que ça vous demande de la paperasse déjà? C'est pas, on fait pas ça comme ça. Il y a quand même, quand vous parlez d'encadrement, c'est quoi l'encadrement? L'encadrement, c'est que c'est assujetti à l'accord d'un magistrat qui est le juge des libertés et des détentions, si on va jusqu'aux écoutes téléphoniques, ou au magistrat du parquet pour ce qui est tout ce qui est petite réquisition téléphonique. Sébastien Ménard. Mais c'est pas compliqué, c'est juste on a fait qu'alourdir le volume procédural pour nos collègues et réduire nos marges de manœuvre et maintenant on donne de plus en plus de pouvoir aux auteurs de crimes et délits. Et en fait, c'est une difficulté supplémentaire qu'ont les policiers. Mais bon, on arrive toujours à avoir le pas, puisqu'on arrive toujours à aller au terme de nos investigations. Mais c'est sûr que plus on va nous aider, et plus la démarche sera rapide. Au niveau d'investigation sera facile, efficace et rapide. Sébastien Ménard. Ce qu'il faut dire, cher Frédéric Lopez, c'est que vous avez aussi aujourd'hui toujours la possibilité, enfin moi je le sais, derrière les moteurs de recherche, il y a évidemment des perquisitions, dans les data centers aussi, dans des grandes sociétés de télésurveillance françaises qui font beaucoup de publicité à la télévision, il y a aussi parfois des accès aux fameux appareils photographiques, aux caméras, etc. Évidemment, à l'insu du consommateur, parce qu'on nous garantit quelque part une parfaite protection de nos données personnelles et de nos vies personnelles, vous avez quand même accès à ça. Donc là, ce qui est en train d'être évoqué, c'est de faire tomber la dernière digue. La dernière digue, c'est effectivement les messageries cryptées. Parce que aujourd'hui, la police d'investigation, enfin encore une fois, je parle sous votre contrôle, vous avez quand même accès à tout aujourd'hui. Et le monde digital, à la fois, est devenu, je dirais, un espèce de Far West pour tous je les requalifie de salopards, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui enquêtent et qui diligentent des investigations. Frédéric Lopez. Après, on a accès à tout. Oui et non. On a accès à ce que les champs d'investigation nous permettent d'aller. On va pas sur du stupéfiant. On va pas commencer à ouvrir d'autres délits ou qui seraient à l'opposé de l'enquête pour laquelle on a été diligenté pour poursuivre. On va sur du stupéfiant, on va rester sur du stupéfiant. Si on est sur un crime, on va rester sur un crime. On n'ouvre pas la boîte de Pandore, comme vous dites, sur le net pour avoir accès à tout et avoir des informations qui ne sont pas en lien avec l'enquête. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous travaillez, avec des vrais hackers professionnels? Parce que je sais qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelle des chapeaux blancs qui avaient été utilisés après 2015 par l'Élysée. Des chapeaux blancs qui craquent pour aller chercher les chapeaux noirs dans le darknet, dans le dark web. Est-ce que vous travaillez avec ces fameux chapeaux blancs? Alors déjà, j'ai un devoir de réserve là-dessus, donc je communiquerai pas. Oui. Ça veut dire oui, non. Ça veut dire ni oui ni non. Ça veut dire que il y a des techniques que nous on souhaite garder, et c'est pourquoi on est nous favorables à Alliance Police Nationale au coffre, au dossier coffre, qui permettrait que on ne diffuse pas nos techniques à tout va et à tout le monde. Et c'est une technique qui est aussi employée en Belgique et qui marche depuis une vingtaine d'années et il n'y a jamais eu de souci. Alors pourquoi il y en aurait en France? Je me le demande. Mais en tout cas, j'ai un devoir de réserve, donc sur cette question-là, je sortirai mon joker. Et d'accord, vous avez bien raison.
Voilà. Ne dites rien et on n'ira pas chercher l'info. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Frédéric Lopez, délégué du syndicat de police Alliance en charge de l'investigation. Merci beaucoup Philippe Bilger, Françoise Degois. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Merci à vous. Dans un instant, on va vous parler du stress. Alors le stress, bon ou mauvais, le stress dans la vie courante, par exemple au bureau, avec le sexe, avec le sommeil. Voilà comment le sexe, en tout cas le stress impacte tous ces moments de notre vie. De participer à cette émission qui est vraiment douloureuse. Mais ça, c'est un stress positif, Françoise. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a du négatif, il y a du positif. Ils vont tout nous dire dans un instant. À tout de suite.